Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. J'interroge des entrepreneurs et des patrons qui partagent avec vous leur quotidien. Très rapidement, on a levé 700 000 euros. Et en fait, au bout de quelques semaines, Google nous dit écoutez, moi j'arrête quoi. On a perdu très vite la moitié de nos utilisateurs. Et puis après, on a fait une com au bout d'une semaine en disant voilà, on a perdu le partenariat avec Google. Et alors là, on a reperdu beaucoup. Donc on s'est retrouvé avec du cash, mais pas de projet quoi. Jérôme et moi, on revoit nos copains de Centrale. Je vois des gens brillants avec lesquels j'ai bossé en TP et tout, et je sais qu'ils sont vraiment brillantissimes, beaucoup plus que moi. Et je me dis, comment des mecs comme ça peuvent se faire chier dans les boîtes ? Enfin, ça m'interroge, quoi. Et du coup, The Tribe est né comme ça, si tu veux. Donc, je m'appelle Benoît Vasseur, je suis l'heureux fondateur de The Tribe, une boîte qui fait du développement applicatif avec une culture et une organisation originale. On est 40, basé à Nantes, la plus belle ville de France. Voilà. Ça c'est ta boîte. Et toi ? Moi, je suis marié à une femme exceptionnelle qui s'appelle Sixtine. J'ai 3 enfants qui ont 5 ans, 3 ans et 1 an, donc assez rapprochés, tu vois. Et voilà, et je suis passionné de plein de choses, notamment de podcasts, donc c'est cool que tu m'invites. Bon, c'est bien. Alors, on commence par les petites questions ? On commence par ça, nous, quand même ? Si tu veux. Donc, un livre qui t'a marqué. Ça tourne ? Ah oui, ça tourne, ouais. Ok. Ah oui, tout ce que t'as dit sur ta femme, c'est en toi. Salaud. Un livre qui t'a marqué. Bon, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Moi, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Tu vois, là, le dernier que j'ai lu, c'est La 25e heure, qui est un truc qui me concerne vachement, parce que ça t'explique comment gagner une heure sur ta journée, quoi. Il y en a plein qui m'ont marqué. Je pense qu'au début de The Tribe, en fait, tu vois, j'ai lu... je sais pas si tu connais le fondateur de Zappos. Si. J'ai lu L'entreprise du bonheur, ça a vraiment eu un gros impact, je dirais, sur ma vie pro et sur ma vie perso. Parce que c'est un mec qui te raconte qu'au fond, faut faire des trucs qui te correspondent, qui font que tu te sentes bien et que ce que tu fais a un sens, quoi. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec The Tribe, c'est ce qu'on a fait du coup avec The Tribe, et voilà. Okay. Enfin, je recommande L'entreprise du bonheur le mec s'appelle, il a un nom un peu tordu, Tony Hsieh. Voilà. Okay. Après, j'ai lu pas mal de trucs, tu vois, sur les organisations un peu différentes, Liberté et compagnie, ce genre de choses. Enfin, pour m'en inspirer, mais moi, je pense pas qu'on soit une entreprise libérée. Enfin bon, c'est un gros débat. Mais bon, j'ai un peu pioché à droite à gauche sur les nouvelles organisations, tu vois, Reinventing Organizations. Enfin, il y a des bouquins qui sont vraiment intéressants sur les nouvelles manières de Lean Startup et tout ça. Exactement, ouais. Un petit plaisir dont tu as honte ? Ah, j'aime bien le chocolat, mais j'ai pas honte de ça. Non, ouais. Dont j'ai honte. Dont j'ai honte, c'est compliqué, ouais. Mais j'écoute des podcasts en allant en chiottes, si tu veux. Ok. Comment t'es au volant ? Au volant, je suis réglo. Tu vois, il y en a qui font du 170 et tout. Moi, je suis hyper réglo. J'ai envie d'aller plus vite, mais je fais gaffe parce que je connais les impacts. Mais sinon, tu vois, je suis pas un gros râleur. En fait, j'aime bien la bagnole parce que ça me vide la tête. Tu vois, j'ai l'impression de penser à rien. Et puis, de temps en temps, je conduis 2 heures et bim, j'ai une idée de ouf. Et je dis à ma femme, envoie-moi un texto. Je lui dicte un truc, elle pige pas du tout ce que c'est. Et puis voilà, non, je trouve que c'est des moments qui... Enfin, j'aime bien faire des trucs parce que ça permet d'éviter d'être dans sa tête, quoi. D'accord. Bon, on va commencer à parler un petit peu de toi. Tu peux nous parler du petit Benoît ? Quand tu étais petit, l'environnement familial, dans quel... Alors moi, j'ai vécu à la campagne. Tu vois, en gros, on a vécu 10 ans dans un petit village en Normandie où il y avait 200 personnes. Il y a plus de vaches que d'habitants. J'ai eu une enfance heureuse, tu vois, bon, avec un passage un peu compliqué qui était le divorce de mes parents quand j'avais 10 ans, mais grosso modo, j'ai des souvenirs assez heureux. Et puis, nous, on est une famille d'agriculteurs. Tu vois, moi, j'ai passé mon enfance à la ferme. Tes parents étaient agriculteurs ? Ouais, enfin, on vivait pas à la ferme, hein, donc on avait une baraque et tout.
c'était mes grands-parents qui avaient la ferme. Mais du coup, moi, j'y allais, tu vois, le week-end quand j'avais envie. Enfin, il n'y avait pas de pression, mais j'y allais pas mal les vacances. Et du coup, tu vois, dans les passages un peu arides de l'adolescence, en fait, moi, je me défoulais en allant filer de la nourriture aux vaches, tu vois, en allant chercher les vaches, en faisant partie des moissons. Je comprends que tu sois matinal en fait. Ouais, je suis pas si matinal que ça. Non. En fait, je te donnais rendez-vous à 8h parce que j'avais pas d'autres créneaux. Mais non, sinon, à The Tribe, on commence plutôt à 9h30. Quoi, tu vois. Okay. Ça marche. Donc oui, t'as grandi à la campagne. Ouais, et du coup, j'ai des souvenirs hyper heureux et assez simples, en fait. Et je trouve ça pas mal. Enfin, on essaie de faire ça aussi avec les enfants, là. De les éloigner du digital, alors que je bosse dedans et que c'est mon quotidien, tu vois. Je trouve que c'est bien pour la créativité de faire des trucs simples. Et je trouve ça aussi apaisant, l'univers des choses concrètes, quoi. Tu peux nous revenir un petit peu sur peut-être ton parcours supérieur ou tes études après l'enfance, l'adolescence, quand tu grandis, qu'est-ce que tu étudies? Moi, j'ai toujours été vraiment attiré par les matières scientifiques, tu vois. En gros, je m'éclatais pas mal dans les maths. Et donc, naturellement, en fait, et aussi parce que j'ai suivi un peu la voie de mon grand frère, mon frère aîné, tu vois, naturellement, je me suis retrouvé en prépa. T'as combien de frères et sœurs? On est 4. T'es quoi? Je suis numéro 2. Numéro 2, ouais, on est 2 gars, 2 filles. Et du coup, j'ai fait pareil que mon frangin. Et je me suis retrouvé en prépa en maths sup, quoi. Et là, j'ai vraiment... Enfin, c'est paradoxal, j'ai pas aimé le rythme de travail. Enfin, tu vois, c'était un gros rythme et tout. Mais j'ai vraiment aimé creuser à fond les maths. J'ai adoré ça et je me suis régalé pendant 2 ans. Mais du coup, voilà. Et puis après, naturellement, je me suis retrouvé en école d'ingé. J'ai fait Centrale Nantes. Je connaissais pas du tout Nantes, tu vois, je suis... T'es originaire d'où? Du Nord. Du Nord, ouais. Okay. Enfin, j'ai fait du coup 10 ans en Normandie et puis après le reste, tu vois, pas loin entre Lille et Valenciennes. Et ça a été vachement cool. Enfin, ça m'a ouvert vachement d'horizons et Centrale, la vie associative est hyper dense. J'ai fait plein de trucs, je me suis fait plein de copains que je vois encore. C'est des super souvenirs, quoi. Assez vite en première année, ce qui n'était pas commun, parce que première année tu penses pas trop à ça, je me suis un peu bouffé la claque de qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, je me suis un peu fait le film, et il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai vu une conf d'un gars qui racontait sa vie, quoi. C'est chiant, ce mec-là. Et du coup, il montait une start-up de je sais plus quoi. Mais ça t'a donné envie. Et ça m'a donné envie, ouais. Ça m'a donné envie, et moi, en fait, si tu veux, toute mon enfance, j'ai entendu parler de boîtes, quoi. Enfin... les agriculteurs, c'est des entrepreneurs fauchés. Voilà. Et puis, en fait, tu vois, dans ma famille, j'ai un agriculteur qui s'est monté à fond dans la pomme de terre. C'était vachement avant-gardiste. Enfin, ça fait peut-être rigoler maintenant, mais il s'est vraiment spécialisé là-dedans en faisant des partenariats avec d'autres agriculteurs pour faire la rotation. J'ai un agriculteur qui s'est lancé dans tout ce qui est produits laitiers. Ses parents faisaient du beurre. Lui, il s'est mis à faire des yaourts et de la glace, ce qui était un truc aussi, tu vois... Innovant, ouais. Chacun disrupte un peu à sa génération avec le contexte qu'il a, quoi. Mais mon contexte familial, ça a été vachement d'exemples d'entrepreneurs plus agricoles, quoi. Donc j'étais dans ce monde-là. Et puis ce qui m'a aussi marqué, c'est que tu vois, quand j'étais... Enfin, moi, je suis sorti à Centrale, de Centrale en 2008 et on était post-bulle Internet. J'avais été un peu, je sais pas pourquoi, loin de ça et du coup là je me suis maté beaucoup aussi en première année de documentaires sur comment ça s'était passé la bulle et tout, et je me suis dit putain, je veux bosser dans le web, quoi. J'ai commencé à suivre des gens comme Pierre Chapaz qui est un ingé aussi qui a monté Quel Coup. Et du coup après les études? Donc j'ai eu une année de... j'ai pas direct monté après Centrale, j'ai fait une année justement pour creuser l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, un peu une année, je dirais, d'évangélisation. Enfin, tu vois, je sais pas si on étudie vraiment des trucs concrets. Enfin, en tout cas, je pense que j'avais tout le bagage à Centrale pour monter. C'est plus, en fait, c'est très axé sur la pratique, hein. C'est 5 semaines pour monter ta boîte, 5 semaines pour être bras droit d'un dirigeant, 5 semaines pour être à côté d'un repreneur, 5 semaines pour être avec un administrateur judiciaire qui doit traiter d'une liquidation ou d'un cas un peu compliqué de redressement judiciaire. Et en fait, en gros, tu vois un peu toutes les phases de vie de l'entreprise. C'est des cours, c'est ça? Non, en fait, c'est
pendant 5 semaines, t'es avec un Ah mec. oui, vraiment. Ouais. Donc c'est de l'immersion. C'est de l'immersion, ouais. C'est de l'immersion. T'es par groupe de 3 et quand même on te donne un sujet à chaque fois. Tu vois, quand t'es avec un entrepreneur qui monte sa boîte, il file un micro-cas qui concerne sa boîte en disant allez creuser, enfin vous allez vous appelez tous mes clients potentiels, vous me faites une étude de marché, mais t'es avec le mec en fait. Je peux te dire tous les soirs tu reportes avec ce mec, à ce mec en disant ce que t'as fait et tout. En fait t'es un peu un groupe de guerre quoi, tu vois, qui doit bosser sur une problématique. Et en fait, c'était vachement bien. Et en fait, le soir, quand on rentrait à Jouy en Josas, tout près de Versailles, parce que HEC n'est pas à Paris comme son nom ne l'indique pas, et bah, du coup, en fait, on avait des témoignages d'entrepreneurs qui étaient passés par la majeure HEC Entrepreneur et qui, du coup, nous racontaient leur vie, en fait. Et en fait, c'était très décapé comme truc, en mode je vous raconte pas la vie idéale et tout. Ouais. La réalité, quoi. C'est la réalité. T'as des mecs qui racontaient, juste en sortant de mes études, j'ai monté une boîte, je l'ai plantée, ça s'est passé comme ça, j'étais au fond du trou. Enfin, tu vois, en gros, c'était, on en prenait vraiment plein la gueule. Tu vois, t'es étudiant, Alors maintenant, il y a beaucoup plus de ressources disponibles sur Internet et il y a des podcasts faits par des gens fabuleux. Donc voilà, et à ce moment-là, en fait, je rencontre, t'as un mec qui est sorti l'année d'avant de HEC Entrepreneur et qui raconte où il en est, le projet qu'il veut monter. Moi, je suis rentré dans l'aventure pour m'occuper de la technique. Du coup, j'ai commencé ma vie pro comme ça. Et en fait, en gros, très rapidement, on a levé 700 000 euros. C'était aussi la belle époque où tu avais des investissements socialement responsables. Ah, okay. C'était le début de ça, en fait. Et du coup, les fonds cherchaient pas mal à placer dans des boîtes qui correspondaient à leur scope d'investissement, quoi. Donc, on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur un fonds comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de quelques semaines, nous, on n'avait pas monté notre moteur de recherche, c'était hyper compliqué. Donc on utilisait Google en marque blanche. Nice. Enfin, c'était un accord qu'on avait avec eux, j'ai compris. Et en fait, au bout de quelques semaines, Google nous dit, écoutez, moi j'arrête quoi. Vous êtes Google avec une proposition de valeur en plus. Donc du coup, on se retrouve, on avait pas mal d'utilisateurs, tu vois, on s'était bien battu. On avait 16 000 utilisateurs simultanés. Donc ça commençait à être sympa. Et puis du coup, Google pète son lien. Donc déjà pendant une journée, on a été down. Et puis on s'est raccroché aux branches comme on pouvait avec Yahoo. La qualité de la search n'était pas du tout la même. Donc on a perdu très vite la moitié de nos utilisateurs. Et puis après, on a fait une com au bout d'une semaine en disant voilà, on a perdu le partenariat avec Google. Et alors là, on a reperdu beaucoup. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec du cash, mais pas de projet, quoi. Donc on s'est posé la question qu'est-ce qu'on allait faire, quoi. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc pas mal. On avait un petit investisseur, une régie pub, qui nous a dit moi j'ai un de mes sites dont je suis la régie. Je sais pas si tu vois ce que c'est une régie en fait. Une régie, en gros, ça gère les espaces publicitaires de plein de sites. Une régie a des partenariats commerciaux avec des sites pour commercialiser leur espace, quoi. D'accord. Donc cette régie Adverline avait un partenariat publicitaire avec un site qui s'appelait idmaison.com, qui marchait bien en fait à l'époque. Ils savaient que ce site était à la vente et ils avaient peur parce que qui dit vente dit contexte de changement et dit du coup rupture du lien commercial, quoi. D'accord. Sur un site qui était intéressant. Ils ont dit ce site est à la vente, vous avez du cash, vous n'avez pas de projet, vous n'êtes pas bête, je suis sûr que vous allez découvrir plein de trucs. Donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais on a racheté des maisons. Et on l'a racheté avec un peu de dette, ce qui nous a permis aussi d'investir dessus. Mais donc c'est un domaine que vous connaissiez pas? Pas du tout. Et ça vous a pas fait peur, quoi? Non, après, moi je faisais un truc en parallèle, c'est que je m'intéressais beaucoup à l'acquisition de trafic sur Internet. À côté de mon activité chez VOSearch, je faisais un petit peu de freelancing, alors des tout petits trucs. J'avais fait des tout petits trucs qui sont devenus gros après. J'ai par exemple fait tu vois, le SEO au tout début de A Little Market, qui a été revendu à Etsy. Tu peux redire ce que c'est le SEO ? Le SEO, c'est le référencement naturel en fait. En gros, le référencement naturel, en fait, c'est comment tu fais pour être bien positionné sur Google pour récupérer du trafic naturel qui vient de Google. Naturel grâce à des mots-clés, c'est ça ? Ouais, exactement. Naturel parce que tu paies pas. Enfin, c'est par opposition au référencement payant où là tu vas payer pour avoir des publicités dans Google. Donc j'étais pas mal passionné par le truc. Et en fait, Idée Maison, pour moi, c'était un terrain de jeu parce que quand tu achètes un business comme ça,
Si tu veux augmenter les revenus, et du coup tu augmentes le trafic, et puis après tu augmentes les revenus publicitaires en optimisant, quoi. Donc on a fait ça, on a optimisé le trafic, et ça c'était plutôt ma partie avec Guillaume, qui était mon associé. Et puis parallèlement à ça, on a découvert un truc qui a été déterminant pour la suite de l'aventure, c'est qu'on a posé des formulaires de demande de devis pour être connecté à des artisans. Donc Idées Maison, c'est un site qui te parle de bricolage, en gros de décoration, de plans de maison, de plein de choses, surtout le bricolage. Et en gros, sur une fiche qui va t'expliquer comment faire du carrelage, par exemple, enfin comment poser toi-même un carrelage, on mettait un formulaire. Si t'as pas envie de le faire toi-même, on a peut-être un artisan à te on a présenter. peut-être un artisan à te présenter, et puis en bout de chaîne, c'est l'artisan qui payait la fiche, quoi. Alors c'est pas nous qui faisions la commercialisation des leads, donc des fiches d'artisans. On s'est connecté à un service qui faisait déjà ça, en fait. Sur la place, tu avais les 1, 2, 3 devis, les quels travaux qui ont été revendus au groupe Solocal, là. Enfin voilà, il y avait un certain nombre d'acteurs, et du coup, nous, on s'est plugué à un, et en fait, je sais pas si c'était hyper mal documenté, mais on a mis du temps à implémenter le truc. Il nous manquait des éléments, on a fait des allers-retours avec les mecs et tout, et on s'est dit, en fait, nous, on a la dalle parce qu'on a fait une sorte de LBO, enfin tu sais, on s'était endetté, on avait mis du cash, mais on avait aussi de la dette, donc, et puis on avait des employés et tout, donc il fallait que ça gagne de l'argent, quoi. Donc on avait vraiment envie d'installer cette nouvelle manière de gagner de l'argent, et en fait on s'est galéré, enfin tu vois, c'était peut-être l'histoire de une semaine ou deux, mais en fait on s'est dit une semaine ou deux pour un webmaster qui est au fond de sa cave et qui rentre le soir et qui se met, après une journée normale de boulot, qui se met sur son site internet en disant ok, je vais écrire sur telle ou telle page, enfin c'est ça le métier de webmaster, et du coup pour lui ça va être hyper galère. Donc on s'est dit on va faire une techno toute simple où en 5 minutes tu as fait ce job de poser un formulaire sur ta page. Et alors on a fait ça et ça a vraiment inscrit la boîte sur une autre trajectoire, si tu veux. Donc ce qu'on s'était fait pour nous, en fait, on en a fait un outil. Et cet outil, on l'a rendu accessible avec une couche de statistiques, une couche d'administration où tu pouvais changer les couleurs. Ça n'a rien à voir avec le site que vous avez racheté. Exactement. Donc vous créez une autre structure ou... Non, on a créé ça dans la même boîte. En fait, c'était le prolongement naturel business du truc. Donc on a développé Idées Maison, on a développé le trafic et les revenus publicitaires. Et puis aussi, ça marchait bien les leads, hein. Faut le dire. Ça marche toujours bien d'ailleurs. C'était une source importante de revenus. Mais on s'est dit, c'est tellement pénible, et je pense que les gens ne sont pas non plus capables d'estimer leurs revenus, que en fait, on va faire un truc simple et direct, ils vont voir combien ils gagnent, quoi. En quelques jours, tu peux savoir le potentiel de gain que ça représente. Donc on a monté, en fait, tu vois, on a eu, à cette époque-là, on avait 2 ans d'existence, on avait déjà 3 projets, quoi. VO Search qui était mort, Idées Maison, sur lequel on bossait, et puis l'outil de création de formulaire, c'est ça ? Ouais, exactement. Enfin, création de formulaire, et puis achat-vente de leads. Hein. Oui, d'accord. Et puis après, en fait, en bout de chaîne, on vendait au plus offrant, donc on avait monté une techno aussi pour vendre au plus offrant les leads, pour maximiser le revenu pour les éditeurs, quoi. Et puis nous, on prenait une com au passage. Donc voilà, donc ça a bien boosté l'activité. Et puis après, en fait, en bossant avec des éditeurs, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses qui monétisaient pas, et donc du coup, on a monté plein de petits outils pour les aider à gagner de l'argent, quoi. Et puis quand on a eu fait le tour, tu vois, on s'est dit, là, on va plafonner et tout, et on se faisait attaquer aussi par des mecs sérieux, comme Rentability Web sur une niche qui nous rapportait pas mal d'argent, enfin, tu vois, en gros... Et puis on avait toujours notre petit site Idées Maison. Et sur Idées Maison, en fait, tu vois, pour faire de plus en plus de génération de leads, on s'est mis aussi à faire beaucoup d'acquisitions payantes sur Google. Et pareil, on faisait les trucs à la main et tout. Et en fait, on se disait, mais il y a beaucoup de choses qu'on répète, qui peuvent être automatisées, en fait. Du genre ? Tu vois, la création de campagne AdWords, t'as plein d'étapes... où tu vas chercher des mots-clés. Ouais. Voilà. Et en fait, ça, tu as pas mal de manières de l'automatiser. Donc on a fait des petits outils pour nous, d'abord. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, sur AdWords, on s'est dit, les petits outils qu'on monte là, il faut qu'on les mette à disposition, quoi. Ça, vous l'avez fait ?
Et on l'a fait, et donc du coup maintenant c'est ce que fait Doolid. C'est ce que fait la boîte, du coup, c'est axé vraiment sur cette stratégie-là et a revendu des fonds, enfin a levé des fonds, pardon. C'est le projet maintenant de Doolid, c'est exclusivement ça, quoi. Le reste ne fait plus partie du projet, et puis a continué de s'étioler avec la concurrence. Au bout d'un moment, au bout de 4 ans, j'avais un peu fait le tour. Bon, t'avais 10 ingénieurs que je gérais. Puis surtout, on avait du mal à s'entendre avec un de mes associés. Enfin, c'était moins simple, quoi. Tu vois, je lui parle, on se parle, ça se passe bien maintenant et tout, mais opérationnellement, c'était pas l'éclate. Puis je pense qu'on avait des divergences un peu stratégiques, et donc du coup, j'ai décidé de partir. Alors, je suis pas parti n'importe comment. J'ai pris 1 an pour recruter mon successeur. Ça s'est passé dans de bonnes conditions, et tu vois, maintenant Arthur et Guillaume, je les revois. Là, je leur ai racheté le City des maisons récemment, parce qu'ils en faisaient rien, et moi ça me faisait marrer de reprendre ce truc là. Alors je sais pas comment je vais faire au niveau de temps pour gérer ce truc, mais bon, je l'ai pas non plus acheté très très cher, quoi. En tout cas beaucoup moins cher que ce qu'on avait acheté à l'époque. Donc voilà, et à ce moment là en fait, tu vois, je décide de partir avec un projet. Je venais de me marier. Et du coup, on décide avec ma femme de partir en mission humanitaire pendant 1 année. Donc on est parti au Congo avec une ONG. Qu'est-ce qui vous fait partir ? Bah en fait, tu vois, moi ça faisait 4 ans que j'avais bossé. Je pense que la préparation au mariage nous a pas mal secoué aussi. Enfin, on s'est posé plein de questions en fait. Enfin, on s'était dit au début qu'on voulait faire un truc pour les autres, quoi. Et qu'on n'aurait peut-être jamais l'opportunité de le refaire. Tu vois, très vite on s'est dit que... Donc vous êtes dit 1 an, ouais. Puis après on revient et on fait autre chose, c'est ça ? Exactement. On Okay. fait un break d'1 an. Pour faire de la gestion de projet, tu vois. D'accord. On s'occupait d'enfants des rues pendant 1 année. Enfin, on s'occupait pas directement d'enfants des rues, en fait. Non, mais ce que tu faisais, ouais, c'était... ça servait cette cause-là, en tout cas. Exactement. T'en as retiré ce que tu espérais de cette expérience ? Ah bah je me suis amusé, et tu vois, je serais bien resté 6 mois de plus. On faisait des trucs assez rigolos, c'est que ils importaient beaucoup de légumes d'Afrique du Sud, et ça coûtait une blinde. Tu te retrouvais au Congo, le SMIC il est à $150, tu vois. Et tu te retrouvais avec des kilos de poivrons à $5. $5 le kilo. Donc il n'y a que les super riches qui pouvaient se l'acheter. Et du coup, j'ai regardé tous les prix qui étaient démesurés, quoi. Et puis on s'est dit, en fait, tout pousse là, ici. Donc on va faire importer des semences, et puis on va faire pousser ces trucs-là, quoi. Donc on a eu un énorme succès, si ça t'intéresse, sur les piments. On a fait importer du piment antillais. Là-bas, ils consommaient pas mal de piments, mais sur une toute petite variété où quand tu la cueillais, il y avait des épines, donc c'était pas du tout pratique, et tu mettais 10 ans pour récolter. Ouais. Les piments antillais, c'est comme des poivrons qui sont petits, et puis ça se cueille hyper bien, et t'as un gros rendement, quoi. Donc on a inondé le marché de piments, et puis... À ton retour, qu'est-ce que tu fais ? À mon retour, on décide de se réinstaller à Nantes, à Nantes, ouais, exactement. Enfin, moi je me dis, je vais monter une boîte qui sera l'extension de ce que j'avais fait chez Doolid. Chez Doolid, on faisait tu vois, de l'optimisation d'enchères sur AdWords, sur Google. Et je me suis dit, on va faire la même chose, mais sur un truc plus large qui est le réseau display. Donc c'est les bannières et les carrés sur les sites internet. Tu avais un truc qui naissait qui s'appelait le Real Time Bidding. C'était en quelle année ? On est rentré en 2014. D'accord. Donc c'est il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 5-6 ans. J'ai essayé de monter ça pendant 6 mois, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que quand tu veux tester, tu dois acheter de la pub. Et j'ai dépensé, tu vois, une bonne partie de ce que j'avais gagné avant dans mon exit précédent de Doolid. C'est-à-dire ? C'est quoi comme montant à peu près ? Ah bah en gros, j'ai dû dépenser 50 à 60 000 balles, tu vois, d'achat de pub. Sans me payer, sans rien, etc. Et puis Jérôme, qui avait été mon stagiaire à Doolid. Quand tu te lances, t'es tout seul ? Ouais, je suis tout seul. Je suis tout seul. Et à ce moment-là, du coup, quelques mois après que je sois revenu, Jérôme, un de mes anciens stagiaires de Doolid, me fait signe en disant qu'est-ce que tu fais, voilà, j'ai bien aimé bosser avec toi, je rebosserai bien avec toi. Je dis, tu sais, j'ai pas beaucoup de cash, je suis sur un projet un peu brinque-ballant. Ouais, tu peux me rejoindre. Par contre, le max que je peux te payer, en fait, c'est que je peux te payer le SMIC pendant 1 an, quoi. Pour un dev, si tu veux, le SMIC pendant 1 an. Surtout, Jérôme n'est pas n'importe quel dev, quoi. Tu vois, quand il bossait avec moi chez Doolid en stage,
Il est arrivé et très très vite j'ai vu qu'il avait un potentiel et du coup il m'a rejoint. Et du coup là on s'est dit bon bah voilà le RTB ça marche pas. C'était les origines de The Tribe ou c'est... Ouais, c'était les origines de The Tribe. On avait entre 12 et 18 mois de cash pour lui. Moi je me payais pas et personnellement j'avais aussi un peu d'argent de côté. J'avais pas tout mis dans la boîte. Enfin notre fenêtre de tir c'était ça, 12 à 18 mois. Donc on fait des trucs. On a prototypé pas mal de choses. Hein. On a fait un Q&A un peu comme Quora, je sais pas si tu vois, un question-réponse, site américain, qui a pas du tout marché. Il reste des résidus sur Internet. On a essayé de se relancer dans les leads sur des univers un peu différents de leads. On s'est galéré. Bon, il reste quelque chose quand même de cette période-là, c'est Allo Béton. Enfin, on a découvert une niche en fait qui est la niche du. On voulait faire de la génération de leads sur des univers de travaux qu'on n'avait pas exploités. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de requêtes sur les thématiques liées au béton, mais qu'en face, les fournisseurs de béton faisaient pas, étaient mauvais en marketing web, quoi. On a commencé à commercialiser des leads sur la livraison de béton. Et du coup, un peu ce que tu faisais avant, du coup, dans l'autre site, comment ça s'appelle? Ouais. Chez Idées Maison. Oui. Ouais, mais on faisait pas ça sur la thématique du béton. Donc, non, mais c'est ça, oui, c'est un peu le même principe, c'est ça. Exactement, c'est le même principe, ouais. Et ça, vous l'avez trouvé par hasard, le fait que en cherchant, en fait. En cherchant, ouais. En cherchant, vous avez trouvé que les leads, ou du moins les mots-clés béton, étaient souvent posés sur les moteurs. Ouais, exactement, et qu'il y avait peu de concurrence, en fait. D'accord. Donc, et bon, je vais pas raconter l'histoire d'Allo Béton, mais grosso modo, on a vu que le potentiel était important, mais que ce serait compliqué de l'évangéliser, ce marché du béton. Et donc, du coup, on a créé une structure à part, et puis on a staffé quelqu'un pour s'en occuper en se disant qu'on n'y passerait pas beaucoup de temps, mais que ce serait son projet, elle. Le projet Allo Béton qu'on accompagne depuis maintenant 4 ans. Tu vois, on est actionnaire majoritaire de ce truc-là, parce qu'on a monté le tout début, la première plateforme, etc. Bah, vie, aujourd'hui, tu as 3 personnes, ça fait 1,2 million de chiffre d'affaires. C'est pas mal pour 3 personnes. Ouais, c'est pas mal. Et puis cette année, je pense que on va faire une... Les marges sont comment? Les marges sont faibles, tu vois, dans cette boîte, on équilibre. D'accord. J'espère que l'année prochaine, l'objectif, c'est de faire x3 cette année sur Allo Béton. Parce que toutes les planètes sont alignées, là. Puis on fait une très très belle fin d'année. Enfin bref, donc Okay. si je reprends un peu le fil, tu vois, on prototype pas mal de choses et tout, et pendant 18 mois, on trouve rien de très concluant. Et puis, en parallèle, Jérôme et moi, on revoit nos copains de Centrale. Certains bossent dans des boîtes d'éditeurs, certains bossent en SS2I. En fait, il y a un truc qui est commun, c'est qu'on voit pas mal de gens se plaindre. Et notamment, en fait, moi, je vois des gens brillants avec lesquels j'ai bossé en TP et tout, et je sais qu'ils sont vraiment brillantissimes, beaucoup plus que moi, quoi. Et je me dis, comment des mecs comme ça peuvent se faire chier dans les boîtes? Enfin, ça m'interroge, quoi. Du coup, à chaque fois, je tire la pelote, j'essaie de comprendre et tout. Et en fait, les 2 trucs qui ressortent, c'est je suis un numéro dans une organisation que je comprends pas. J'ai des liens avec mes collègues proches, mais je me sens pas vraiment partie de cette, d'une identité ou de. Voilà. Et le deuxième truc qui ressort, c'est je progresse pas. Et en fait, on voit des gens hyper intelligents faire des sujets simples de BI. Enfin, tu vois, en gros, j'ai pas d'aversion contre le sujet et je pense que ça peut. Enfin, t'as des cas très compliqués là-dessus, mais en fait, je me souviens d'avoir discuté à un mec en lui disant qu'est-ce que tu fais depuis on est sorti, ça fait 5 ans qu'on est sorti, raconte-moi un peu ton quotidien et tout. Et en fait, les trucs qu'il me raconte, c'est des trucs qu'il aurait pu faire quand il était à Centrale, quoi. Ouais, d'accord. Et t'as des mecs qui ne progressent pas et qui se font chier, d'une part parce qu'ils se reconnaissent pas dans l'organisation, mais surtout parce qu'ils progressent pas. Et on remet un peu les trucs dans l'ordre, on se dit, Jérôme et moi, en fait, qu'est-ce qu'on aime faire? Et la réponse à ça, c'est que pendant les 12 derniers mois, on avait prototypé, on avait adoré prototyper. On s'était cassé la tête sur des problèmes et tout. Il se trouve qu'on n'avait jamais trouvé notre marché, mais on a tenté plein de trucs, on s'est battu comme des chiens. Enfin, c'était une période pas facile. Hein. Je pourrais te raconter. Là maintenant, ça a l'air un peu gardes que les bons souvenirs, calme et linéaire. Je pourrais te raconter les mauvais si tu veux, si ça t'intéresse. Hein, mais... Et du coup, The Tribe est né comme ça, si tu veux, avec l'envie de faire pour des clients. Des sites web de manière très efficace, des protos très opérationnels pour tester un marché, quoi. Et puis l'envie aussi pour les collaborateurs qui se sentent appartenir à quelque chose qui les dépasse et pour lequel ils ont envie de contribuer. Et puis de faire progresser les gens avec lesquels on bosse, quoi. D'accord. Donc, et ça maintenant ça se traduit
de plein de manières différentes chez The Tribe, enfin notre mode d'organisation. Du coup, donc est née l'idée de The Tribe, ça s'appelait déjà The Tribe à l'époque? La boîte initialement s'appelait pas du tout The Tribe, et en fait, comment ça s'appelait, c'était un anagramme, ça s'appelait Vent Boissé Média, c'était pas très... Comment? Vent Boissé Média, enfin tu vois, c'est un nom, l'idée c'est que quand j'ai vendu mes parts de Doolid, à l'époque, c'était la grande époque des pigeons. Tu te souviens Oui, pas de... si. C'est les entrepreneurs qui, quand ils revendaient, devaient donner la moitié aux impôts. Du coup, moi, je faisais partie du truc. Enfin, la loi de finances prévoyait que je file la moitié de mon cash aux impôts, alors que j'avais pas gagné énormément d'argent, quoi. Enfin, bon, c'était pas mal au bout de quelques années, mais c'était pas non plus l'extase. Et donc, du coup, ils avaient, suite à la contestation des entrepreneurs qui s'appelait les pigeons, ils avaient décidé de pondre une réforme où, quand tu réinvestissais plus d'un certain montant, tu étais défiscalisé sur ta plus-value, quoi. Je sais plus sur quoi. Et donc, du coup, j'ai remonté une boîte en mettant la plupart de mes gains dans cette boîte. En disant, bon, de toute façon, j'en ferai quelque chose, quoi. Ouais, puis je savais que j'allais partir en mission humanitaire et tout. T'avais une obligation qu'il y ait des salariés au bout d'un certain temps, mais ce certain temps était suffisamment éloigné pour que je ne sois pas inquiété par la mission. Enfin, pour te finir sur le nom, peut-être, je me suis retrouvé au cabinet d'avocat et en fait, je savais pas comment l'appeler. Et donc, du coup, j'ai fait un anagramme avec Benoît Vasseur et ça s'appelait Vent Boissé Média. Donc nom pourri, choisi à l'arrache. Donc voilà, donc The Tribe, en fait, en gros, on s'est dit on va chercher un client et par chance on a trouvé un premier client qui était un de mes anciens fournisseurs de chez Doolid, qui faisait de la presta. C'était une grosse agence. Et il m'a dit moi je suis en galère, ça fait 1 an qu'on a signé un projet et il me faudrait 4 devs tout de suite en fait, mais je suis à Paris, j'arrive pas à les trouver. Donc on a fait vraiment la phase de 0 to 1 avec eux. Et 4 personnes, c'était incroyable pour nous, si tu veux. Donc on a embauché, on s'est battu pour embaucher 4 personnes. Et on a lancé le projet, et puis voilà, puis ça a commencé. Avec vraiment le souci de respecter ce qu'on s'était dit, quoi. On veut qu'il y ait une espèce d'esprit de famille, qu'il y ait une cohésion forte. On veut que les gens progressent. Et puis on veut être hyper efficace pour nos clients. Et donc du coup, on va aller piocher sur le marché toutes les méthodos qui existent, qui sont efficaces, quoi. Très vite, on a regardé les méthodes agiles parce que c'est déjà ce que je faisais chez Doolid, quoi. On a essayé de les adapter. En fait, quand tu fais de la presta, que tu fais du Scrum, donc Scrum est une méthode agile, il y a un truc qui n'est pas facile, qui est que ton client, tu peux pas lui demander d'être là tous les jours pour faire tous les rituels de Scrum, donc du coup, il faut condenser. Donc, tu peux rappeler juste rapidement les rituels ou... Alors, Très brièvement. Les méthodes agiles, en fait, c'est des méthodes itératives où, en gros, la promesse, c'est que toutes les semaines, tu livres une version de ton produit fini. Donc, au bout d'une semaine, tu livres une version fonctionnelle, alors qui ne va pas comporter beaucoup de fonctionnalités, mais tu vas itérer, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas rajouter quelque chose et tu vas montrer au client. En fait, c'est ça, c'est très pragmatique, on n'attend pas 6 mois pour te montrer un truc, on te le livre vraiment avec des versions à la queue leu qui vont suivre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Enfin, le marché, c'est plus toutes les 2 semaines. Nous, il se trouve qu'on voulait itérer hyper vite et donc du coup, on a choisi plutôt une semaine. Maintenant, on est plus vers les 10 jours. Et c'est très participatif pour les devs qui ont leur mot à dire. Exactement. Le client doit être aussi très impliqué, normalement, ou quelqu'un qui représente le client. Et ça change des méthodes des méthodes en V ou du cycle en V où on va te commander un produit, il sera livré 6 mois plus tard et puis après on se rend compte que c'était pas ce qu'on voulait exactement. L'agilité, c'est qu'en gros on construit le produit et on fait des points réguliers pour être sûr que quand c'est livré, la livraison finale, c'est ça. Exactement. Et en fait, ça a quelque chose de très bon sens paysan, Scrum, c'est que comme tu vois les choses, tu peux faire les arbitrages. Et nous, tout notre rôle est de dire aux clients, on ne fait pas le vernis. D'abord, on fait des mécaniques simples qui fonctionnent et que tu peux tester. Et après, on verra pour faire en sorte que les nice to have, on les fasse. On rend la main au client pour qu'il soit efficace et qu'il paie pas cher. Et ça, en fait, c'est un truc qui tu vois, on leur dit à nos clients. On va faire en sorte qu'en un minimum de jours, on fasse le plus de valeur possible. Et en fait, c'est un truc qui est mêlé à la culture, tu vois. C'est un truc, en tout cas, qui nous tient vachement à cœur avec Jérôme. Et qui donne du sens aussi, j'imagine. Un truc qui m'est arrivé il y a 3 semaines. On fait souvent des small talk avec l'équipe, c'est-à-dire que, en gros, on se dit, on a 2 heures dans notre agenda avec Jérôme, où on est en salle de réunion comme là, et la porte est ouverte, vient qui veut, et du coup, on a un mec il y a 3 semaines qui est venu nous voir en me disant,
les mecs, je suis malheureux parce que sur un projet, j'ai l'impression de faire des trucs qui vont être jetés à la poubelle et c'est l'inverse de la philosophie de la boîte. Quand le mec est venu me voir, je l'ai écouté, je lui ai dit ouais, pas cool, on va prendre des décisions. Mais en fait, j'étais hyper content parce que t'as des mecs qui se sont appropriés le truc et ça, c'est cool. Enfin, ça fait effet boomerang, tu pousses et en fait, tu te rends compte que c'est vécu et ça, c'est top, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre et qu'est-ce que vous avez testé d'autre pour que les gens soient plus impliqués ou qu'ils trouvent du sens? Ouais. Où est-ce que vous avez innové en fait dans votre management? Alors, on s'est dit que la transparence était important pour nous et donc du coup, tu vois, tous les lundis depuis le début de la boîte, tu as un point qui dure une demi-heure où on est hyper transparent sur ce qui se passe. Les trucs se sont mal passés, les trucs, tu vois, les départs, on explique vraiment tous les départs. Les primes exceptionnelles, on explique les primes exceptionnelles, tout le monde connaît les salaires de tout le monde. Enfin, en fait, ce point du lundi, il est vachement important pour nous parce que c'est le point de la transparence. Et on dit à l'oral, les yeux dans les yeux, ce qui est en train de se vivre. Tous les jeudis midi, on a ritualisé en fait un talk qui est fait par quelqu'un de la tribu. Et donc c'est soit une présentation de projet, tu vois, ça c'est pour les talks les plus simples. Je te raconte pourquoi je suis en train de développer ce projet, quel est le sens business, quelles sont les hypothèses que va tester mon client, et aussi la couche de techno que je suis en train d'utiliser, la complexité technique, etc. Tu as des talks aussi techniques sur des nouvelles technos qui ont été testées par des gens de la tribu. Ça crée de l'émulation si tu veux. Et puis t'as des talks de construction de la boîte et c'est environ un par mois, donc c'est quand même pas mal. C'est ritualisé en fait. C'est ce qu'on appelle chez nous le point des indicateurs. Tous les gens qui ont des responsabilités, je t'en parlerai après aussi sur les choses qu'on a mis en place, reportent auprès de la tribu sur des indicateurs. C'est l'occasion aussi en transparence de se poser des questions et donc voilà. Et de temps en temps avec Jérôme on fait un point plus de strat, plus de vision. Dans les choses originales qu'on a faites très vite, c'est qu'on a fait on a monté ce qu'on appelle des boards et des squads. Grosso modo, c'est la même chose, un board et une squad, sauf que le board, il est permanent et la squad, elle est ponctuelle. C'est du vocabulaire. C'est des groupes qui sont souvent des groupes de volontaires. En fait, c'est des volontaires, mais qui sentent la légitimité. Et Jérôme se sent tout à fait libre de dire, écoute, en fait, je pense que aujourd'hui, tu n'as pas le niveau pour rejoindre le board technique. Donc, on a un board qui est le board cohésion, qui s'occupe de toute l'animation en fait. Tu vois, tu as une soirée par mois qui est organisée chez The Tribe. Ça alterne entre une externe et une interne. On file un budget au board cohésion qui se charge d'organiser ces soirées. En fait, ça va de la soirée, concours de photos post-vacances. Ça, on a fait ça 2 fois et c'était hyper cool. À la raclette de Noël, à la soirée jeux de société. Enfin, tu vois, il y a vraiment une vie hyper cool et conviviale qui se crée dans ces trucs-là. Et puis c'est eux qui font le team building. Et puis qui administre des outils internes qu'on a fait. On a un outil qui s'appelle POPO, ça veut dire plume en fait en indien d'Amérique, en amérindien. Et du coup, c'est un outil où tu peux dire merci en donnant une monnaie virtuelle. Donc tu le fais sur notre messagerie interne qui s'appelle Slack. Et donc du coup, tu vas dire merci Jérôme parce que j'étais en galère et je t'ai donné 4 tasses à laver, tu les as fait pour moi. Ou merci pour la présentation Thomas que tu as faite sur tel truc, c'était vachement bien. Enfin, tu vois, en gros, c'est un outil qui nous permet de dire merci avec une monnaie virtuelle et cette monnaie virtuelle te permet d'acheter des cadeaux. On a un catalogue de cadeaux, donc c'est la team cohésion qui s'occupe d'administrer le catalogue de cadeaux et c'est souvent des cadeaux à moitié pour le perso, à moitié pour la boîte, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Par exemple, ils ont acheté une nouvelle manette on a une console de jeu là, pour avoir un player de plus à Mario Kart. Voilà, et puis ils organisent le team building. Et le board cohésion, tu vois, il y a beaucoup d'émulation et les places sont chères. Ah ouais. Ouais. Les gens ont envie de participer. Ouais, et puis en fait, c'est la promesse de l'esprit de tribu. Sur les salaires aussi, je crois que vous avez été. Je crois que vous êtes plutôt innovant, non? Ouais. Alors sur les salaires, en fait, déjà on publie la rémunération de tout le monde. Donc on a une clause dans le contrat de travail qui nous autorise à faire ça parce que donc tu vois, tout le monde connaît la REM de tout le monde, y compris la nôtre. Enfin, tu vois, sans tabou, même les dividendes, on dit combien on s'est remonté en dividendes. Et du coup, on a une pratique qui est de faire une prime de production. Donc, quand on a monté The Tribe, on s'est dit, il y a une tendance forte qui est le freelancing. Les gens sont, finalement, quand tu es freelance, tu es incentivé
à ce que tu produis, quoi. Pour nous, c'était aussi important parce que ça nous positionnait. En fait, on s'est dit, les gens qui créent de la valeur, c'est dans ces métiers de dev, qui sont nos métiers. Enfin, moi, je suis dev à la base et Jérôme aussi. Sont souvent mal récompensés, ces métiers-là. Enfin, et la valeur, elle est créée par les développeurs, quoi. Et donc, du coup, il nous semblait naturel de donner une commission sur la marge qui est produite. Donc, aujourd'hui, cette commission, elle est de 10%. Tu as 5% qui est versé tous les mois et 5% qui est versé qui est dans l'intéressement. D'accord. Donc c'est 5% de la marge. Hein, on parle de... Ouais. Donc qui nous différencie pas mal. Hein. Et puis ça fait des montants qui sont vraiment sympas. Enfin, une fois que les gens sont heureux, épanouis, nous ce qui compte aussi, c'est qu'on avance dans les bonnes directions pour arriver à la promesse d'efficacité qu'on vend à nos clients. Et puis avec une ambition aussi que je pourrais te raconter tout à l'heure, qui est de grandir d'une certaine manière. Quand tu es hyper consensuel, enfin, tu vois, moi je trouve que ça avance vraiment très 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 lentement. Donc on est plutôt sur un mode semi-directif. Et puis aussi, enfin, pour être tout à fait honnête, Yann, on a trouvé aussi ce qui nous convenait. Et on a trouvé en testant, en fait. On n'est pas arrivé avec le modèle The Tribe tout plaqué. En fait, on a vachement itéré, on s'est vachement posé de questions sur ce qui nous plaisait ou pas. Et donc... Enfin, je pense que c'est ça aussi la vie des boîtes, hein. C'est qu'est-ce qui rend mes salariés heureux et qu'est-ce qui rend les dirigeants heureux, parce que je connais pas mal de boîtes dont les dirigeants sont devenus prisonniers de leur boîte, quoi, tu vois. Et moi, c'est pas du tout mon délire. J'ai plutôt envie d'être libre dans ma boîte et de faire des trucs qui, à la fin, je suis content de me lever le matin à 8h pour aller faire un podcast. Et donc, tu allais y venir, mais où est-ce que tu en es dans le projet au bout de 5 ans, un peu plus de 5 ans? Donc là, on est un peu plus que 40. Alors 5 ans, c'est avec notre première année un peu de déshérence. Enfin, je sais pas si c'est de la déshérence, en tout cas, ça nous a permis de préparer. Donc tu vois, on est un peu plus de 40 et on pense à l'étape d'après. En gros, on s'est dit que pour maintenir une cohésion importante, on ne pouvait pas être plus de 70 sur un bureau, 60-70. Ce serait compliqué. Enfin, tous les entrepreneurs que je connais qui sont passés... à des tailles de 60, tu perds un côté humain. Et déjà 60, t'as déjà vécu plusieurs paliers. Hein. Enfin, et par ailleurs, en fait, on a envie de croître parce qu'on pense qu'on apporte quelque chose à la société et ça nous fait progresser aussi. Et la progression fait vraiment partie des valeurs de The Tribe. Donc, notre projet, c'est d'aller conquérir, si je puis dire, des villes et de monter des bureaux, tu vois, de 60 personnes. Donc avec une majorité de développeurs, tu vois, 50 développeurs par bureau. Donc Paris est prévu pour avril. Nous, on laisse la main de l'opérationnel à Nantes. On a des gens, enfin on fait de la promotion interne, tu vois, on a des gens qui se sentent capables et qui ont envie en fait de ce défi-là. En fait, on veut pas des bureaux qu'avec du commerce ou pas des bureaux qu'avec de la prod. On veut des tribus indépendantes. Enfin, avec une même manière de fonctionner, avec la coordination pour que notre process soit uniforme, etc. Mais, c'est clair qu'à Paris, tu as quand même beaucoup plus de business qu'à Nantes. Enfin, en tout cas, tu as plus de business dans nos cibles. Je dirais plus ça, c'est peut-être plus juste. Nous, on travaille principalement avec des startups qui ont levé, tu vois, série ABC, donc série A, c'est la première levée de fonds sérieuse de 1 à 3 millions d'euros. Série B, c'est celle d'après qui est vers les 10-15, quoi. Et puis série C, c'est celle de 50 à 100 millions, quoi. Et toi alors, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as commencé à construire? Donc je suis optimiste par nature. Et puis après, en fait, j'aime bien la progression. Donc je vois tous les trucs qui vont pas dans l'organisation et ça m'intéresse, en fait. Plus on grossit, plus je kiffe parce qu'il y a plein de nouveaux challenges. Alors je dis pas que c'est simple, hein. T'as le terrain qui te renvoie plein de problèmes, qui t'envoie aussi des baffes, hein, parce que en gros, parfois ta structure, ton mode de management est pas en adéquation avec les attentes du terrain. Donc, tu vois, en gros, il faut vachement évoluer. Mais moi, je trouve ça, en tout cas, je me marre bien à faire ça, quoi. Il y a le nouveau challenge de Paris qui est assez excitant. Donc voilà, et puis ça va être aussi marrant de regarder ce qui va se passer à Nantes. Et on a aussi décidé de s'impliquer dans Paris pour laisser un peu d'air à Nantes pour que tu vois, les gens qui prennent notre suite d'un point de vue opérationnel, ils ne soient pas dans une espèce d'ombre qui soit malsaine. Exactement. Donc nous, si tu veux, moi mon rôle c'est de gérer les fonctions support, le siège qu'on sépare. Enfin pour l'instant, t'as pas grand monde, hein. T'as 2 personnes à la finance, ce qui est déjà beaucoup pour notre taille, mais on prévoit la taille d'après.
tu as mon associé CTO, tu as une personne au recrutement, et demain, en fait, tu as un directeur marketing, quoi. Et après, on a des embauches qui sont prévues pour étoffer le siège. Enfin, si tu veux, on n'aurait jamais imaginé, il y a 4 ans, en être là aujourd'hui. Et puis là, je vois le rythme qui s'accélère vraiment, la structure grossit vraiment. Et si tu veux, on a mis du temps, je pense. Enfin, quoique, il y en a qui disent qu'on est allé hyper vite et tout, mais de mon point de vue, on a mis du temps à couler les fondations. Et on a appris en itérant, en se prenant des plâtres, des murs, de ce que tu veux, avec le souci vraiment d'améliorer les choses. Tu vois, c'est vraiment un souci. On a marqué progression dans nos valeurs, et en fait, c'est à la fois progression individuelle et progression de la boîte. Je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Très clairement, je ne sais pas si on peut dire qu'on est mature, et quand on sera mature, ça m'emmerdera. Mais... Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais changé ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Peut-être que, et ça va te surprendre, peut-être que je passerai plus de temps pour bien structurer avant de grandir. Parce que en fait, quand tu passes à 20, tu as déjà beaucoup plus d'inertie à changer les choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc peut-être que je prendrai plus de temps pour ensuite aller plus rapidement sur la phase d'accélération. Mais voilà, après, je regrette rien, on a testé beaucoup de choses. Hein. Et on a aussi perdu des collaborateurs parce qu'on testait beaucoup de choses. Hein. Quelques petites questions d'actualité ou des choses comme ça. Ouais. Là, j'ai vu récemment une étude de plus qui met en avant, je sais que tu as des enfants, l'impact des écrans sur les fonctions cognitives, sur l'attention, sur plein de choses en fait, sur les enfants. Quel est ton point de vue là-dessus ? Et toi qui as des enfants, c'est quoi leur rapport aux écrans ? Alors déjà, j'ai une femme qui est hyper vigilante à ça, qui dit pas d'écran avant 4-5 ans, quoi, tu vois. Moi, je suis peut-être un peu plus mesuré, mais on fait attention à ce qu'ils ne soient pas beaucoup exposés. En fait, les moments où on leur montre des vidéos, c'est vraiment des moments hyper particuliers. Tu vois, typiquement, je coupe les cheveux de mes enfants, et du coup, ils savent qu'à ce moment-là, ils ont le droit d'une vidéo, et tu vois, ça, c'est une fois par mois, et en fait, pour supporter papa qui leur coupe les cheveux. Exactement, c'est un peu... C'est la fête, et c'est un moment rigolo de famille, ce truc-là. Et en fait, en gros, on choisit vraiment des moments. Ils regardent quasiment pas de vidéos, en fait, parce que je partage ça. En tout cas, je pense que ça a beaucoup d'incidence sur la créativité. Oui, tu vas en parler tout à l'heure. En fait, en gros, quand tu subis les choses, ça te laisse beaucoup moins d'espace pour imaginer. Et effectivement, on a, en tout cas, sur nos 3 enfants, sur nos 3 garçons, notre aîné est hyper créatif. Aussi parce qu'on a passé beaucoup de temps à lui lire des histoires, etc., loin du numérique. Et on lui laisse aussi s'exprimer continuer des histoires, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une force, c'est important en fait. Tu vois, en gros, quand on parle de l'IA, on dit souvent l'IA ne pourra pas remplacer un truc, c'est la créativité. Donc on essaie de développer ça nos enfants, et je pense que ça se passe surtout très loin des écrans, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité ou des sujets pas forcément d'actualité, mais qui te touchent particulièrement ? Ouais, je me pose pas mal de questions sur, tu sais, toutes les lois qui sont liées au numérique. Par rapport à la vie privée ? Ouais. Sur la RGPD, en gros, je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la bonne mesure entre respect de la vie privée et emmerde pour le business. Je pense que c'est hyper important, hein, très clairement, de respecter la vie privée. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant à ce que ça tue pas l'envie d'entreprendre, en fait, qui est un truc important aussi. Donc, j'ai une réflexion là-dessus qui est pas encore achevée, mais je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant. J'ai pas mal de réflexions aussi sur tout ce qui est lié à l'IA. Je pense qu'on est hyper en retard d'un point de vue juridique sur ces sujets-là. Je pense qu'on est beaucoup trop passif en fait, et que là il va se passer un virage. Il va se passer un virage dans les 10-15 prochaines années, et si on prend pas globalement ce virage, en disant ok, en réfléchissant à ce qui est bon ou pas pour l'homme, je trouve qu'on manque de débat de fond sur ce sujet-là. Et puis après, il y a un autre sujet qui me touche particulièrement, qui est lié à la bioéthique et un peu au transhumanisme. Je me demande si dans ce monde d'aujourd'hui, on n'est pas en train de marcher sur la tête, quoi. L'homme, c'est un truc qui pour moi
hyper important, qui est un sujet noble. Je sens pas le truc de l'humain rafistolé, ou je sens pas le truc de, tu vois, là en ce moment il y a il y a un projet sur la bioéthique qui est en train de passer, qui est en train de nous faire passer un truc sur le chimérisme, enfin le fait qu'on puisse faire des essais d'implantation d'embryons humains dans l'animal par exemple, ça je trouve ça dégueulasse. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire une société qui correspond pas à la ligne dans laquelle étaient inscrites nos pères. Il y a un truc qui me plaît pas avec ça, quoi. Tu vois, je me pose la question, moi qui suis dans la tech et qui suis plutôt un optimiste de la tech, hein, enfin très clairement je trouve que c'est cool tout ce qu'on vient. Mais je pense souvent, tu vois, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parfois on l'oublie. Il faut faire attention à ce que le progrès ne nous déshumanise pas, quoi. Et en gros, ça passe par pas mal de réflexions. Et en fait, la réflexion, ça prend du temps. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et je trouve que sur des questions d'éthique, je crois c'est un peu lié aussi avec les écrans, avec la dépendance tu sais, aux réseaux sociaux, la relation qu'on a avec les nouveaux outils aussi, parce que là on est en train carrément, avec ce que tu dis, de changer la fabrication du vivant en fait. Enfin, la loi n'est pas encore passée, hein, mais c'était l'article 14 tu vois, de la loi de bioéthique là. Donc peut-être que ça va être dégagé au Sénat, mais on verra bien. Ouais, mais mais l'éthique, je trouve qu'elle manque aussi, je sais pas ce que t'en penses, je trouve qu'elle manque aussi pas mal je t'en parlais tout à l'heure, mais sur les mécanismes qu'utilisent les réseaux sociaux pour nous rendre dépendants au numérique, par exemple. Là aussi, je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser. Je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, mais est-ce que c'est simplement du marketing ? Auquel cas, finalement, si c'est du marketing, c'est normal qu'on essaye de rendre les gens dépendants à son produit, ou est-ce que ça va plus loin que ça et peut-être qu'il faut légiférer aussi là-dessus ? Ouais, enfin c'est des questions qui sont pas simples. Alors moi, ce que je remarque là sur ce que tu disais, c'est les mécanismes de création de dépendance. Je sais pas si c'est parce que les réseaux sociaux sont en train de grandir ou pas, mais tu vois, par exemple sur Instagram, il y a une fonctionnalité qui te permet de te limiter, de te dire en gros, je m'octroie 15 minutes. Alors moi, je suis pas un grand fan d'Instagram, mais ma femme qui l'utilise beaucoup parce qu'elle est artiste peintre. Et du coup, elle se timebox. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que créateur de plateforme à bien réfléchir, à ne pas avilir l'homme, quoi. Enfin, tu vois, le rendre hyper dépendant, esclave. Et en fait, comme tu le dis, on est souvent pris entre le marteau et l'enclume. Quand tu montes ton business, tu as envie que les gens utilisent ton produit, et donc du coup, tu vas réfléchir à comment créer de l'usage. Et en même temps, en fait, il ne faut pas être dans l'excès qui est de rendre les utilisateurs des esclaves de ta plateforme. Donc l'éthique, c'est un truc de souple de réflexion, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a un truc, c'est que la loi est censée pousser ce genre de réflexion, quoi. Et si les plateformes n'ont pas une régulation par elles-mêmes, et du coup, il y a un moment, il y aura des lois. Les plateformes ont intérêt, si elles veulent préserver leur marché, à réfléchir à l'éthique. Et c'est vachement amont. Pour moi, c'est de la sauvegarde, quoi. Ok. Je crois qu'on a fini. Tu veux dire quelque chose d'autre ? Enfin, je sais pas. Non, mais j'étais ravi de passer ce moment avec toi. C'était sympa. Peut-être si vous cherchez un job, vous pouvez toujours regarder sur notre Welcome to the Jungle. On est toujours à la recherche. Puis voilà. Ok, ça roule. Bon, écoute, je te remercie.